Ok, à la base, je devais vous faire une analyse complète de l'arc Île des Hommes Poissons. Puis j'ai lu les derniers chapitres de One Piece. Ouais, les derniers chapitres de One Piece. Et quelque chose m'a tout de suite sauté aux yeux. La fin de l'histoire. Elle est déjà écrite là-bas, sous l'océan. Vous pensez que l'île des Hommes Poissons n'était qu'une simple étape? Un arc où Luffy dégomme un méchant? Et c'est tout? Pas du tout. C'est le cœur le plus sombre de One Piece. Une plongée dans les racines profondes de la haine et de la discrimination. Comment aborder un arc comme celui de l'île des Hommes Poissons? Après tout, ce n'est pas qu'une simple étape dans le voyage de Luffy. C'est un véritable miroir tendu à nos sociétés. Une plongée dans les tréfonds de la haine, de la discrimination et des luttes pour s'en libérer. Sous l'océan, chaque rue, chaque regard porte les cicatrices d'une oppression. L'île n'est alors plus seulement qu'un simple décor coloré. C'est un monde à part entière, marqué par les rancunes et les injustices, où l'histoire des peuples s'écrit autant dans la douleur que dans l'espoir. À travers des personnages comme Fisher Tiger, Otohime ou Oji Jones, Oda nous montre une vérité universelle. La haine est un cycle, une chaîne qui se reproduit de génération en génération. Et tout le mystère de One Piece, c'est de savoir si quelqu'un sera capable de la briser. Alors, vous vous doutez bien qu'en analysant cet arc, on ne plonge pas seulement dans une intrigue de pirates ou de batailles sous-marines. On explore quelque chose de beaucoup plus vaste, une méditation sur la peur, la vengeance et surtout la possibilité d'un futur différent. Tout ça pour au final tenter de répondre à une seule question. Comment doit se terminer One Piece? Je vous apprends rien si je vous dis que le monde de One Piece est bâti sur l'injustice. Une réalité où les plus faibles sont condamnés au silence. Pourtant, chaque époque fait émerger ses résistants, ceux qui refusent de plier. Et dans toute lutte pour la justice, il y a toujours des figures qui marquent l'histoire. Certains misent sur la diplomatie, d'autres sur la force brute. Certains rêvent d'un avenir commun, d'autres se perdent dans la vengeance. Et sur l'île des Hommes Poissons, ces choix prennent cher à travers des personnages inoubliables. D'un côté, on a le légendaire Fisher Tiger. Le type a osé s'attaquer au dragon céleste et libérer certains esclaves. Un acte héroïque qui a fait de lui une légende. Mais l'homme est bien plus complexe. Malgré sa compassion, il n'arrive pas à effacer la haine née de ses années d'esclavage. D'ailleurs, sa relation avec Koala le montre bien. Il veut la paix, mais il ne peut pas pardonner. Et quand il a été trahi, sa mort n'a pas seulement mis fin à un rêve. Elle a ouvert une plaie qui a nourri la haine d'Arlong et bien d'autres. L'ironie est cruelle. Son combat pour la liberté a fini par alimenter le cycle qu'il voulait briser. À l'opposé de cette voie, il y a Otohime, reine visionnaire au grand cœur. Elle n'a jamais cessé de croire en la réconciliation entre les hommes poissons et les humains. Là où Tiger voyait la haine, elle voyait l'avenir. Mais ses idéaux l'ont transformée en cible. Son assassinat par Oji Jones ne marque pas la fin d'une lutte. C'est la démonstration brute de ce que coûte la paix dans un monde bâti sur la peur. Pourtant, son message ne disparaît pas avec elle. Il continue de vivre à travers ceux qui ont choisi d'y croire. Et justement, entre ces deux héritages se tient Oji Jones, l'enfant des ténèbres. Contrairement à Tiger, il n'a jamais connu l'esclavage ni la trahison des humains. Mais il s'est nourri de la haine transmise par ses aînés. Oji Jones n'est pas un homme brisé par l'oppression. Il est la preuve que la haine se transmet, qu'elle devient un poison qui se répand même quand les blessures directes ne sont plus là. Et puis, il y a Shirahoshi. Elle est témoin direct du meurtre de sa mère. Et pourtant, elle choisit le silence. Non par peur, mais par refus d'alimenter la spirale de violence. Et il est clair que son don qui permet d'invoquer les rois des mers en fait une figure essentielle pour l'avenir. Mais son véritable pouvoir, c'est sa maturité. Elle incarne une nouvelle génération qui cherche une autre voie que celle de la haine. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. D'autres personnages marquent aussi cet arc, comme Miosgard. Dragon céleste, à la base arrogant et cruel, il symbolise tout ce que le monde des hommes poissons déteste. Mais son destin bascule le jour où Otohime lui sauve la vie, offrant une image de pardon à son peuple et à ses enfants. 10 ans plus tard, Miosgard réapparaît complètement transformé, prêt à soutenir activement les hommes poissons à la rêverie. On peut alors se questionner et se demander s'il s'agit d'une sincère rédemption ou d'une simple réécriture de son rôle. En réalité, ça importe peu, puisqu'il devient la preuve
que même ceux qui semblaient irrécupérables peuvent changer. Enfin, il y a Koala, petite fille humaine marquée par l'esclavage et sauvée par Fisher Tiger. Elle devient plus tard membre de l'armée révolutionnaire. Tout son parcours est une réponse directe au cycle de la haine. Transformer la douleur en combat, mais un combat pour la justice, pas pour la vengeance. Ce qu'il faut comprendre à travers ces personnages, c'est qu'ils ne sont pas simplement des acteurs de l'histoire. Ils sont l'histoire. Chacun représente une voix différente face à l'oppression. Fisher Tiger, Otohime, Odi, Shirahoshi, Museguard, Koala. Autant de phares dans les abysses, autant de rappels que la haine peut diviser, mais qu'il existe toujours des chemins vers la réconciliation. Plongeons maintenant sous l'océan, là où se trouve l'île des hommes poissons. Un lieu fascinant mais aussi chargé de tensions. À première vue, c'est une étape sur la route du nouveau monde. Mais en réalité, c'est un microcosme où la haine, la discrimination et l'oppression se concentrent jusqu'à en devenir étouffantes. Ici, chaque recoin raconte une histoire d'oppression. Les hommes poissons portent dans leur chair le poids de siècles d'esclavage et de mépris. Ils incarnent ces minorités opprimées qui, dans le monde réel, comme dans celui du manga, se retrouvent enfermées dans des siècles de souffrance et de révolte. Le district des hommes poissons illustre parfaitement cette fracture. Conçu au départ comme un refuge pour orphelins, il s'est transformé en ghetto abandonné où règne la loi du plus fort. Un endroit qui rappelle étrangement le Grey Terminal. Rejeté, oublié, contraint de survivre. Et évidemment, c'est là que des figures comme Fisher Tiger, Jinbei ou encore Arlong ont grandi. Et c'est là qu'ils ont forgé leur regard sur le monde. Un mélange de colère et de désir de liberté. Ce quartier, plongé dans l'ombre malgré la lumière de l'arbre d'Ève, est devenu le symbole de l'abandon et du ressentiment. Pas étonnant que des groupes comme les Pirates du Soleil ou plus tard l'armée de O.J. Jones y aient trouvé leurs racines. Et dans ce paysage exotique, le district dépasse le simple rôle de décor. Il devient la source d'un cycle de la haine qui nourrit la rébellion, la vengeance et la violence. Et là tu comprends vite pourquoi ce lieu a fini par peser autant dans l'histoire. Rappelez-vous, plus tard, quand O.J. Jones et Vanderdecken en font leur base pour lancer leur révolte, Neptune a fini par fermer le district. Mais cette fermeture n'a pas vraiment effacé le problème. Elle a juste scellé encore plus fort la fracture entre les humains et les hommes poissons. Mais détrompez-vous, Oda, à travers cette île, ne montre pas seulement un conflit entre les races. C'est avant tout, la démonstration de ce que produit l'oppression. Des ghettos, des extrémistes, des générations entières condamnées à reproduire la douleur qu'elles ont reçue. Mais rien n'est condamné. Au milieu de ce désespoir, existe aussi un autre héritage. C'est celui de l'espoir. Otohime l'incarne par son rêve de coexistence pacifique. Même après sa mort, son message continue de traverser les eaux de l'île, comme un rappel disant qu'il est possible de briser le cycle. Mais le monde est-il seulement prêt à accueillir cette lumière? Combien de générations faudra-t-il encore avant que cette lumière traverse enfin les ténèbres? Malgré la noirceur qui engloutit l'île des hommes poissons, l'arc ne s'arrête pas à la douleur. Au milieu de la haine et du désespoir, quelques gestes viennent rappeler qu'un autre chemin existe. Dans un monde aussi brutal que celui de One Piece, les révolutions les plus profondes ne passent pas seulement par les armes, mais par les liens humains. L'amitié, la confiance, la compassion, ce sont elles qui fissurent peu à peu les murs de la peur. Et l'alliance entre Luffy et Jinbei en est la plus belle preuve. Deux êtres que tout oppose, mais qui choisissent la confiance. Et leur fraternité n'est pas un hasard, mais une réponse. Une réponse à des siècles d'oppression. Et l'espoir ne vient pas seulement des héros. Elle apparaît aussi à travers des gestes simples, comme sauver Keimi, tendre la main à un ennemi, refuser la vengeance. Et de cette manière, Oda nous rappelle que la compassion n'est pas une faiblesse, mais une forme de courage. Et briser la haine ne demande ni miracle, ni grande victoire. Seulement des choix, des liens, des mains tendues. Et dans tout ça, chaque acte d'empathie est une lumière, même au fond de l'océan. Et tu sais, c'est là que je me suis vraiment arrêté un instant. Parce qu'au fond, on peut parler d'idéaux, de symboles, de grandes leçons. Mais tout ça devient réel quand tu vois un personnage qui le vit, qui le porte dans sa chair. Et il y en a un qui incarne tout ça mieux que personne. C'est Jinbei. Parmi tous les hommes poissons, Jinbei est celui qui a su transformer l'héritage tragique de son peuple en un message d'unité. Le moment où il donne son sang à Luffy
reste l'une des scènes les plus puissantes de l'arc. Ce n'est pas seulement une transfusion, c'est un geste de fraternité qui brise un tabou vieux de plusieurs siècles. Là où la haine avait instauré une frontière invisible entre humains et hommes-poissons, Jinbei choisit de la franchir, prouvant que les liens de solidarité peuvent être plus forts que les préjugés. Ancien pirate du soleil, ancien corsaire, respecté aussi bien par les alliés que par les ennemis, Jinbei n'est pas qu'un combattant hors pair. Il est un sage, un homme de principe, et en rejoignant Luffy, il ne se contente pas de prêcher l'égalité, il l'incarne, devenant le symbole vivant d'un futur où les races coopèrent au lieu de s'affronter. A l'inverse, Octo rappelle que même les bourreaux peuvent changer. Autrefois, sous les ordres d'Arlong, il a participé au crime contre Kokoyashi, mais il trouve en lui la force de se transformer. Et surtout, il reçoit une seconde chance. Le pardon de Nami ici est central. Victime directe de son passé, elle choisit pourtant de voir en Octo l'individu qui cherche sincèrement à réparer. Cette réconciliation est un moment clé. Elle prouve que briser le cycle ne passe pas seulement par des grandes batailles, mais aussi par des gestes intimes, difficiles comme celui de pardonner. Octo devient ainsi le visage de la rédemption et de la possibilité d'un avenir commun. Mais tous ne suivent pas ce chemin. L'équipage des Macros incarne une autre issue, celle de la corruption et de la trahison. Issus des pirates du soleil, censés porter l'héritage de Fisher Tiger, ils finissent par céder aux sirènes du profit et de l'esclavage. En capturant Keimi pour la vendre, ils prouvent qu'il est facile de devenir ce que l'on détestait autrefois. Leur dérive est un avertissement. Sans vigilance, la haine et la soif de pouvoir reprennent toujours le dessus. Là où Jinbei et Octo ouvrent des ponts, eux referment les blessures avec des chaînes, rappelant que la lutte pour la justice est un combat constant et qu'aucune victoire n'est acquise pour toujours. Et comment conclure sur cet arc et son magnifique message sans vous parler plus en détail de la reine Otohime? Parce qu'au fond, elle est le cœur battant de toute cette histoire. Tout ce que One Piece dit sur la haine, la réconciliation ou la transmission trouve son écho en elle. Reine fragile mais résolue, elle symbolise un combat mené non par la force mais par l'amour et l'éducation. Pour elle, la haine n'est pas une fatalité, mais une construction nourrie par l'ignorance. La seule manière d'y mettre fin est d'empêcher qu'elle germe dans le cœur des enfants. Son rôle de reine dépasse la politique. Elle l'éduque, inspire et montre l'exemple. Il faut se rendre compte que derrière la reine, il y a avant tout une mère. Une femme qui croyait sincèrement que l'amour et l'éducation pouvaient changer le monde. Face à elle, Oda place le district des hommes poissons, présenté comme un orphelinat où se concentrent colère et rancune transmises depuis des siècles. Et c'est là que le message d'Oda devient presque universel. Parce qu'au fond, la haine ne naît pas toujours de la souffrance directe. Parfois, elle se transmet simplement comme une habitude, comme une langue apprise trop tôt. Et c'est là que tout commence à basculer. La mort d'Otohime aurait pu tout effacer. Mais les idées, elles, ne meurent jamais vraiment. Elles changent simplement de main. Et dans celle de Shirahoshi, ce rêve trouve un nouveau souffle. Là où la haine aurait pu naître, elle choisit le pardon. Une douceur fragile, mais assez forte pour tenir tête à un monde de violence. Et ce message se prolonge à travers Luffy. Aux yeux des enfants hommes-poissons, il devient ce visage humain auquel ils peuvent enfin faire confiance. Sa lutte contre Oji n'a jamais été une question de haine ou de revanche, mais de conviction. Prouver qu'un autre lien est possible. En le voyant se battre pour eux, ces enfants découvrent pour la première fois qu'un humain peut protéger au lieu de tout détruire. Et c'est là que tout change. C'est la première pierre vers le soleil, le début d'un avenir où ils apprendront à penser par eux-mêmes. Enfin, la scène de la transfusion de sang entre Jinbei et Luffy scelle ce message. Fisher Tiger n'avait pas pu dépasser sa rancune pour recevoir le sang d'un humain. Jinbei, en brisant ce tabou, accomplit l'héritage de Tiger et d'Otohime. Abolir les barrières raciales, poser un acte de fraternité qui transcende l'histoire. Et vous l'aurez compris, l'île des hommes poissons ne raconte pas seulement une lutte contre un tyran. Elle raconte la naissance d'un espoir. Otohime en a planté la graine, Jinbei et Shirahoshi l'ont protégé. Et enfin Luffy, lui, a offert la lumière pour pousser. Et un jour, cette graine percera la surface, rappelant à tous qu'aucune haine n'est éternelle, que même dans les profondeurs les plus sombres,
Il suffit d'une main tendue pour faire renaître le soleil. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec la fin de One Piece? Pour comprendre, il faut relier tout ce qu'on a vu sur l'île des hommes poissons à la situation du monde dans sa globalité. Le monde de One Piece est construit sur une injustice profonde. Elle ne touche pas seulement les hommes poissons, mais aussi les royaumes non affiliés au gouvernement, ceux qui n'ont pas les moyens de payer la taxe céleste, ou même n'importe quel humain croisant la route d'un dragon céleste, réduit au rang d'insecte. C'est ça le monde qu'Oda nous montre, un monde fracturé où certains vivent dans la lumière et d'autres dans l'ombre. Regardez Teach. Avant d'être l'empereur, il a été un enfant qui n'a rien connu d'autre que la cruauté. La planche du chapitre 1060 nous le montre dans les bras de sa mère, au milieu d'un jeu macabre orchestré par les dragons célestes, où la famille Devidi sert de trophée. Pas d'innocence, pas de tendresse, juste des cris, du sang et des rires cruels. Et tout ça rappelle les mots d'Otohime au chapitre 625. Des enfants vous regardent. Les enfants sont l'avenir du monde. Ils absorbent ce qu'ils voient. S'ils sont exposés à la violence, alors cette violence devient leur langage. Elle s'imprime en eux comme une évidence, comme une vérité du monde. Et on l'a vu plus tôt avec le district des hommes poissons. La haine peut se transmettre comme un héritage invisible. Oddie Jones haïssait les humains sans qu'aucun d'entre eux ne lui ait rien fait. Teach, lui, a vu de ses propres yeux la monstruosité de ce monde. L'exécution de son peuple et cette scène de persécution publique ont marqué son cœur au fer rouge. Là où Shirahoshi a choisi de transformer la douleur en compassion, Teach a transformé son vide en ténèbres. C'est là toute la différence entre les deux enfants d'Udi. Luffy construit des ponts, Teach brise les piliers. Luffy hérite de Shanks, un modèle où la transmission, l'amitié, donne naissance à une génération plus libre. Teach hérite d'un monde où il n'y a que des chaînes à détruire et des ennemis à abattre. Leurs routes sont parallèles mais opposées. L'un amène à l'aube, l'autre incarne la nuit. Et c'est pour ça que leur opposition dépasse le simple duel de pirates. Elle est idéologique. Luffy refuse la haine et porte la flamme de l'aube. Teach s'y abandonne et incarne la nuit éternelle. Et cette planche du chapitre 1160 n'est pas anecdotique. Elle est la clé de lecture du personnage de Teach, l'enfant qui n'a jamais eu l'exemple d'un monde juste, qui n'a jamais connu autre chose que l'oppression et le sang. Là où d'autres enfants ont eu Otohime, Zeff, Shanks ou encore Oden comme modèle, lui n'a eu que la cruauté des dragons célestes. Et c'est cette absence de lumière, ce vide jamais comblé, qui a donné naissance au pirate le plus dangereux de ces terres. Mais, dans la même lignée, il y a Kuma. Lui, il nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, l'héritage transmis par les parents peut tracer une autre route. Comme Teach, il a grandi sous la domination des dragons célestes. Esclave dès l'enfance, il a vu son propre père mourir sous ses yeux, exécuté pour le simple plaisir de ses bourreaux. Ce genre de scène aurait dû l'enfermer dans la haine, l'entraîner sur le même chemin que Teach. Mais Kuma, lui, a reçu autre chose. Ses parents lui ont laissé plus que la survie, une promesse, celle qu'un jour, un monde nouveau finirait par naître, que la nuit ne durera pas toujours et qu'au bout, il y a forcément une aube. Cette lueur portait un nom, Nika, la légende du libérateur, transmise de génération en génération, suffisait à dépasser la douleur du présent. Là où Teach n'a vu que le triomphe des bourreaux, Kuma a grandi avec la conviction qu'un lendemain meilleur finirait par arriver. Ses parents lui ont appris que, même s'il ne verrait jamais ce soleil, il fallait croire en sa venue. Et c'est cette foi qui l'a empêché de céder à la rancune. Au lieu de prendre, Kuma a choisi de donner, de protéger, de porter la souffrance des autres, jusqu'à devenir littéralement la main libératrice. C'est pour ça qu'il reconnaît en Luffy la figure de Nika. Là où d'autres voient juste un pirate, lui voit l'incarnation vivante de cette promesse qu'on lui avait transmise. Quand il sauve les Mugiwara à Sabaody, il n'agit pas seulement en allié, il agit en croyant. Devenu révolutionnaire, puis tyran malgré lui, il n'a jamais cessé de protéger, encaisser, d'aimer en silence. Là où Teach construit sa liberté en arrachant, Kuma l'a construit en donnant. Et voilà tout le contraste. Deux enfants face au même bourreau, mais deux héritages différents. L'un a grandi seul, dans la nuit, l'autre a reçu des mots, un rêve,
une promesse. Teach est la rancune incarnée. Kuma, lui, est la main tendue vers l'aube. Sa vie prouve que même au cœur de l'oppression, transmettre l'amour et l'espérance peut suffire à briser le cycle de la haine. Même quand Nika ou Joy Boy ne s'est pas manifesté pendant des siècles, sa légende n'a jamais disparu. Parce que cette figure n'était pas seulement un homme, mais une idée, une promesse. Et c'est exactement ce que Luffy représente aujourd'hui. Son fruit est la matérialisation du rêve humain de liberté. Son fruit n'est pas qu'un pouvoir, c'est l'incarnation d'un espoir. Et dans One Piece, l'esprit précède toujours la matière. La conviction, la volonté, le haki sont les forces qui façonnent la réalité. Wusfu en parlait comme une invention, une illusion née de l'imagination de ceux qui rêvaient de liberté. Mais même une illusion peut devenir une vérité quand elle est portée par suffisamment de voix, quand elle traverse les générations et rallume les flammes de l'espérance. C'est ça le fil conducteur de l'œuvre. Et là que tout converge, que ce soit All Blue, le One Piece ou la légende de Nika, ces rêves survivent parce qu'ils se transmettent. Ils inspirent, ils éveillent, ils redonnent foi en l'avenir, faisant rêver un bon nombre de personnes, éveillant leur passion, leur redonnant espoir, afin de pouvoir un jour donner un sens au mot liberté. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Vous l'aurez compris, la fin de One Piece ne peut pas se résumer à la découverte d'un trésor. Elle doit marquer la fin d'un cycle, celui de la haine, de la rancune et de l'oppression qui se répète depuis des siècles. Celui qu'Otohime a tenté de briser, que Kuma a combattu par la foi et que Teach incarne encore aujourd'hui dans sa forme la plus sombre. Celui qui trouvera le One Piece ne deviendra pas seulement roi des pirates. Il tiendra entre les mains le destin du monde. Et la guerre est inévitable, la tempête approche. Mais chez Oda, la tempête n'est jamais qu'un passage. Quand elle se dissipera, ce qui comptera, ce n'est pas la victoire, mais ce qui restera, l'héritage, les rêves et la promesse d'un lendemain meilleur. Parce qu'au fond, Luffy n'incarne pas seulement la liberté d'un homme, il incarne la liberté de tous. Une liberté qui ne se nourrit pas par la haine, mais par le rire, le partage et la main tendue. Peut-être que le One Piece n'est pas seulement un trésor, mais aussi une idée. L'idée qu'un jour, les peuples du monde pourront enfin lever les yeux vers le même soleil. Alors, comment doit se terminer One Piece? Par la chute d'un monde bâti sur la peur et la naissance d'un autre fondé sur la compréhension. Un monde où les enfants n'apprendront plus la haine, mais la mer. Et dans cette mer immense, libre et ouverte, chacun pourra enfin naviguer vers son propre horizon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Ça fait toujours plaisir. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.